Quels sont les enjeux, Monsieur Durier, de l'entretien hivernal en France? Ben, ça marche, oui, très bien. Bien, bonjour. Bien, ils sont de plusieurs ordres, bien sûr. Nous avons d'abord trois dimensions, hein, la dimension sociale qui a été abordée un petit peu tout à l'heure, dimension économique et environnementale, avec des interfaces qui sont le vivable, l'équitable et le viable, et bien entendu tout cela, tout cet ensemble doit être durable. Alors, dans ces enjeux, bien sûr, nous devons poursuivre l'amélioration de la sécurité routière, avant tout, hein, bien sûr, pour les usagers de la route, améliorer la surveillance météo-routière et la qualité des prises de décision pour l'exploitation hivernale, optimiser, bien sûr, aussi, optimiser l'emploi des fondants routiers et réduire leur impact sur l'environnement. Alors, si je fais un petit peu la présentation de la viabilité hivernale en France, eh bien, il existe plusieurs maîtres d'ouvrage qui exploitent et gèrent et entretiennent le réseau routier. Cet ensemble du réseau en France est d'environ 1 million de kilomètres. L'État exploite environ 2%, soit 20 000 kilomètres de routes nationales et autoroutes concédées. Les services de l'État sont répartis en 11 directions interdépartementales des routes depuis 2006, qui gèrent 9 000 km de routes nationales et 2 800 km d'autoroutes. Il existe aussi 15, maintenant peut-être 16 sociétés concessionnaires d'autoroutes qui gèrent 8 400 km d'autoroutes. Les différents conseillers généraux, bien sûr, gèrent, eux, 380 000 km de routes départementales à entretenir, bien sûr, aussi à faucher. Les communes ou regroupements de communes gèrent 600 000 km de voies communales. Donc, effectivement, il y a du travail un peu pour tout le monde. Alors, quels sont les objectifs de l'entretien et de l'exploitation du réseau routier en hiver ? Je le répète, ça me paraît important, bien sûr, c'est assurer la sécurité des usagers de la route, le maintien ou le rétablissement des conditions routières de circulation acceptables lors des intempéries hivernales, donc un enjeu économique, bien entendu. C'est informer les usagers sur les conditions de conduite et de circulation, et puis enfin, c'est gérer le trafic routier. Alors tout cela, ça ne se fait pas sans une organisation. La démarche et l'approche opérationnelle peuvent être présentées et traduites dans ce schéma. Bien entendu, il faut des intempéries hivernales. S'il n'y en a pas, on serait un petit peu tranquille, bien sûr. Intempéries réelles ou prévisibles, d'ailleurs. Il faut aussi des moyens en hommes, du matériel et des matériaux de traitement. Des méthodes de travail et une organisation structurée. Un réseau à traiter, on l'a vu, mais aussi des objectifs à atteindre. Alors on met tout cela un petit peu dans une moulinette avec quelques filtres et puis on ressort des dossiers d'organisation de viabilité hivernale. Le réseau scientifique et technique du ministère établit l'état de l'art du domaine de la viabilité hivernale, l'organise et la met à la disposition de tout maître d'ouvrage. Il rédige et édite des guides techniques, méthodologiques, on en a vu tout à l'heure, participe à l'élaboration également de normes. Il a notamment, dans le domaine de la viabilité hivernale, réalisé un guide méthodologique qui est sorti en 2009 pour tout maître d'ouvrage, bien sûr, sur des objectifs de qualité, de niveau de service, ainsi que des fiches techniques pour les opérationnels. Et puis également, il a défini un langage commun et partagé pour tous les gestionnaires. Ce sont les fameuses conditions de conduite. Il a également défini des zones de chaussée prioritaires à traiter. Il est évident qu'on ne peut pas intervenir partout, sinon il faudrait un nombre important de matériel. Donc il y a des priorités. Il a également défini des niveaux de service, des objectifs de développement durable et participe à l'élaboration de dossiers d'organisation. L'organisation doit rechercher deux objectifs apparemment contradictoires. Une nette différenciation entre les objectifs de qualité et une homogénéité de résultats le long d'un itinéraire. Les itinéraires peuvent concerner plusieurs maîtres d'ouvrage.
Donc il doit y avoir aussi une coordination. L'usager ne connaît pas quand il prend la route. Normalement, a priori, il n'a pas à connaître qui est le gestionnaire de la route. L'organisation doit répondre aux besoins d'adaptation des moyens et des efforts d'intervention par rapport à l'importance des phénomènes à combattre. La nature et l'ampleur des phénomènes sont extrêmement variables et variées. La prise de décision d'intervention peut s'effectuer de façon, alors de plusieurs manières, soit de façon centralisée, telles que les services de l'État, les différentes DIR, mais aussi les sociétés d'autoroutes concédées, également un certain nombre de conseils généraux, ou de façon localisée, la plupart du temps, telles que les petites communes. L'organisation est basée sur l'anticipation des risques routiers. Bien entendu, on ne va pas attendre, sur le principe, qu'il y ait une dégradation sur la route. On va essayer d'anticiper dans la mesure du possible. Ce n'est pas toujours le cas. Dans le cas de la neige, on a beau répandre du sel, ce n'est pas le sel qui va empêcher la neige de tomber. Et on parle de fauchage préventif. Nous, dans le domaine de la viabilité hivernale, on n'a pas encore inventé le raclage préventif. La rapidité d'activation des moyens est primordiale. L'enchaînement recueil d'informations météorologiques, décision-action doit permettre une anticipation à court et moyen terme. L'intervention doit s'effectuer au meilleur moment et au meilleur dosage. Trop de sel peut causer des dégâts aux chaussées. Et on a un exemple avec l'hiver dernier, notamment, où nous avons répandu 1 800 000 tonnes de sel. À peu près l'équivalence, à peu de choses près, de 2 fois le volume de la Tour Eiffel. Trop de sel peut causer donc des dégâts aux véhicules et bien entendu, il y a des pertes inutiles. Par contre, pas assez de sel fait encourir un risque aux usagers et leur procure une fausse sécurité. L'organisation repose également sur une chaîne composée d'actions qui interfèrent entre elles et qui tiennent compte de l'environnement, de l'écologie, de la pollution, du développement durable. Il n'existe pas de baguette magique ni de solution miracle. On ne s'improvise pas développement durable en se levant le matin. Les actions et les effets peuvent être soit rapides, soit longs. Et puis derrière tout ça, bien entendu, il ne faut pas oublier qu'il y a souvent derrière toute organisation des hommes et des pratiques existantes et qu'on ne bouleverse pas du jour au lendemain. En termes d'action, nous pouvons nous appuyer sur différents types de matériaux, des abrasifs et des fondants tels que le sel, avec une nette préférence pour le sel humidifié. Les fondants enlèvent rapidement le phénomène hivernal, tandis que les abrasifs augmentent l'adhérence de l'usager, tout en gardant le phénomène sur la route. Le sable ne fait pas enlever la neige ni le verglas. Il n'est pas utile de saler sur toute la largeur de la voie. On ne roule en principe pas sur les accotements. Épandre à moins d'1 mètre des accotements, par exemple. L'approche développement durable concerne toute la chaîne d'acquisition et d'utilisation du sel. Alors, au niveau du marché, bien sûr avec la norme concernant le sel, au niveau du transport en favorisant les transports moins polluants, au niveau du stockage en utilisant un stockage adapté, approprié, ce qui n'est pas toujours le cas, au niveau de l'épandage en salant moins mais mieux, et au niveau de l'efficacité en salant au meilleur moment. Alors plusieurs matériels existent pour aider l'homme dans sa tâche, alors je vais simplement que les lister. Alors je rappelle que la neige s'enlève avec en principe une lame de déneigement et le verglas s'enlève avec des fondants. En matériel, il existe les porteurs, ce sont les véhicules. En matériel de raclage, il y a différentes lames, des rabots, des étraves, des ailerons élargisseurs, écrêteurs. Puis nous avons
les épandeuses, les saumureuses, la balayeuse également, associée avec une lame bien sûr pour la neige. Et enfin les évacuateurs qui projettent la neige en dehors de la route. Ces différents outils sont reliés à un boîtier d'asservissement qui permet une utilisation simple et rapide. La chaîne de qualité dans la rédaction d'un appel d'offres doit contribuer au développement durable, notamment en effectuant un bilan carbone et en prévoyant l'entretien du matériel. Le réglage des épandeuses de fondant est nécessaire avant et pendant l'hiver. On a souvent tendance à l'oublier. Dès qu'on a du matériel, il faut penser à l'entretenir. Il peut être effectué soit de façon manuelle, soit en utilisant des appareils tels que le Dorsa, qui est un appareil spécifique géré avec l'informatique pour régler les appareils, qui est d'ailleurs du CECP de Blois, du ministère de l'Équipement à Blois. Les systèmes de gestion de service hivernal par transmission, c'est le GPS, contribuent également à la réduction et à l'optimisation des fondants en gérant au mieux l'épandage, puisqu'il peut être programmé. De même que le matériel embarqué par le patrouilleur permet d'obtenir des informations plus fiables et en continu pour une meilleure prise de décision et donc également là aussi une meilleure efficacité. Il faut également informer les usagers. Il ne suffit pas uniquement de savoir faire, mais aussi de faire savoir. Les moyens d'information à l'usager sont nombreux. Il existe bien sûr les centres régionaux et nationaux d'information routière, les CRIR, le CNIR, le 107.7, les différents médias, les panneaux à messages variables et la signalisation verticale. Je rappelle que chaque usager est un acteur à part entière et qu'il est responsable de sa conduite face aux conditions météorologiques. Dans toute organisation, il ne faut pas oublier qu'il y a des hommes et des pratiques existantes. À chaque niveau de la chaîne d'intervention, il faut accompagner et former le personnel. Et on n'arrête pas d'en parler également depuis ce matin.